Au début des années 2000, Internet a connu un virage sombre. Un virage qui a emmené les utilisateurs vers des sites peu recommandables. Regarder du gore réel est devenu une addiction pour certains, et les sites répertoriant des vidéos montrant des mises à mort étaient devenus leur refuge. Des centaines de fichiers multimédia de ce genre étaient postés, et parmi eux, quelques-uns ont gagné en popularité. Et l'un d'entre eux a particulièrement retenu mon attention. Bienvenue dans Fragment. En 2008, des challenges émergent sur certains forums, des challenges qui testent vos limites en faisant un énorme bras d'honneur à l'éthique. Regardez des accidents graves, des crimes, etc. Le tout sans ressentir la moindre émotion en était le but. Si vous y parveniez, bravo, vous étiez considéré comme fort et stylé. On y reviendra lors de la conclusion. Caitlin Moran, journaliste pour le journal The Time, trouve sur l'un de ses forums un post proposant de cliquer sur un lien chiffré, de garder les yeux rivés sur leur écran et de ne pas régurgiter leur dernier plat ingéré. Curieuse, elle se décide alors d'aller voir. Le site charge et affiche une image fixe, de très mauvaise qualité, affichant un homme agenouillé, tête baissée, dans un tas d'ordures, visiblement dans les bois. Elle lance le fichier et vit une vidéo montrant un tabassage à mort, filmé par deux hommes. Cette dernière est longue et insoutenable. Elle ne regardera que minute 47 avant de quitter celle-ci, son contenu étant trop horrible. Elle en parlera donc dans un article afin d'alerter les gens sur l'existence des snuffs sur Internet et potentiellement trouver l'identité des deux jeunes hommes. Laissez-moi vous conter l'histoire morbide des Dnipropetrovsk Maniacs. Juste un point important, cette affaire n'a été évoquée que quelques fois sur le YouTube francophone, et ces rares fois n'ont pas forcément été très bien exécutées. Je n'aurai jamais la prétention de dire que mon travail est mieux réalisé que celui des autres. En revanche, je ne suis pas là pour le sensationnel, contrairement à la plupart. Cette histoire regorge de rumeurs, de réalités modifiées, de fausses informations. Bref, je vais, avec mes preuves, vous raconter la version que je pense être la vraie. Et en fin de vidéo, je vous citerai ces rumeurs et vous expliquerai pourquoi est-ce qu'elles ne tiennent pas. Je vais découper la vidéo en plusieurs étapes. D'abord, je vais vous raconter l'histoire principale en détail. Ensuite, je vais décrire la vidéo filmée par les tueurs. Ensuite, nous parlerons de la curiosité morbide et de ses dangers, notamment l'addiction au contenu gore. Et pour finir, j'évoquerai, lors de ma conclusion, les rumeurs et légendes autour de cette affaire. Dnipropetrovsk, à l'époque, quatrième plus grande ville d'Ukraine, renommée Dnipro en 2016, a dans son patrimoine de grandes usines et entreprises qui permettent au pays de fonctionner, une participation massive à la lutte contre le communisme et une affaire criminelle qui a retourné les quartiers pauvres en été 2007. Des symboles nazis dessinés sur des arbres, des disparitions et des corps gravement mutilés retrouvés. Qui est derrière tout ça ? Pour le savoir, on va remonter le temps jusqu'au printemps 1988. Viktor Selenko et Igor Soproniuk viennent au monde dans des familles proches. Leurs parents respectifs sont très amis, et ce, malgré leur écart de confort de vie. En effet, la famille d'Igor est plutôt aisée due au travail et à la proximité de son père avec le président. Tandis que Victor, issu d'une famille nombreuse, était forcé de vivre dans le paraître pour camoufler la précarité de son foyer, leur seul revenu étant le salaire d'ingénieur de son père. Mais les deux grandissent ensemble, fréquentent les mêmes écoles, etc. Ils deviennent très vite complices et passent la majorité de leur temps ensemble. Ils aimaient beaucoup filmer leurs activités et photographier les lieux qu'ils visitaient, une jeunesse tout à fait basique. Seulement, les deux jeunes avaient une phobie du vide, ce qui paraît anodin dit comme ça, mais les grands de leur établissement scolaire s'en servaient, d'après eux, pour les harceler. Ils se faisaient malmener en se faisant suspendre aux fenêtres, on leur faisait comprendre qu'ils étaient faibles et que les faibles doivent mourir. Ils décident donc de surmonter leur peur en s'asseyant sur le bord du toit d'un château d'eau, et à force, la technique fonctionne. Leur phobie s'atténue peu à peu. Et cette technique va leur faire comprendre qu'ils peuvent tout surmonter et donc éliminer leur pire ennemi, la faiblesse.
Suite à cela, un homme du nom d'Alexander Anja rejoint les deux amis. Leur amitié se renforce et Igor deviendra rapidement le leader du trio. Les trois amis voulaient se rebeller. Ils traînent ensemble dehors et commencent à commettre quelques délits non graves, mais suffisamment importants pour leur causer des problèmes avec la justice. Ils volaient dans des magasins, jetaient des cailloux sur des trains, etc. Ils avaient 10 ans à ce moment-là. Leurs parents tenteront simplement de réduire leur temps passé dehors, jugeant qu'Igor ait de mauvaises influences sur ses deux amis, ce qui ne fonctionnera pas longtemps au vu de la force de leur amitié. Alexander, également harcelé et connu pour être sensible, voulait aussi devenir plus fort que ses agresseurs. Problème, il avait très peur de blesser son chat lorsqu'il s'en occupait car il ne supportait pas la vue du sang. Il avait une phobie, ce qui, d'après eux, est une faiblesse. Et une faiblesse n'est pas tolérable au sein d'un groupe qui veut devenir imbattable. Alors, il fera comme ses amis et affrontera sa peur, en tuant des chiens et des chats errants pour les mutiler et les faire saigner. À ce moment précis, Victor et Igor ont découvert une sensation jouissive lorsqu'ils violentaient un être vivant. Ils ont donc tué plusieurs animaux, majoritairement des chiens et des chats errants, non pas pour se croire plus forts, mais simplement pour le plaisir. La machine était lancée. Et comme je l'ai dit au début, ils se photographiaient tout le temps. Du coup, ils prenaient des photos en posant fièrement devant les cadavres de ces animaux, faisaient des photos où ils léchaient le sang des cadavres, enfin, ils imitaient le geste, quoi. Et c'est également là qu'ils ont commencé à photoshopper leurs photos en rajoutant une moustache très controversée sur leur visage. On y reviendra plus tard, mais vous verrez que nos deux champions avaient une certaine admiration pour les mouvements d'extrême droite allemands et idolâtraient notamment le fondateur de ces derniers. Nous arrivons lentement en 2005. Bonjour. Et Igor et Victor découvrent sur internet l'accès au site Gore. Ils traînent sur des forums et épluchent chaque recoin de chaque site pour se rassasier. Parallèlement à ça, Victor décroche un emploi en tant qu'agent de sécurité, tandis qu'Igor et Alexander finissent sans emploi. Cependant, Igor a obtenu ses diplômes, alors pour le féliciter, ses parents lui ont offert une voiture. La violence restait chez eux la meilleure façon d'affirmer leur crédibilité, si bien que les agressions se déportaient de jour en jour sur des êtres humains. Le trio commençait à racketter les gamins et les handicapés en bas de chez eux, puis un peu partout dans leur quartier. Pour se faire de l'argent, le trio décide de faire croire aux parents d'Igor qu'il est devenu chauffeur de taxi grâce aux cadeaux de ses parents, mais ils s'en servent en réalité pour amener leurs clients dans des lieux isolés pour les racketter. Seulement, les rackets devenaient de plus en plus violents. Un jour, Igor marchait dans la rue lorsqu'il a croisé un cycliste. Il s'est jeté sur lui et l'a passé à tabac pour lui dérober son bicycle. Il finira par se désintéresser de ce dernier et le revendra à Victor. Les deux tabasseront ensemble deux jeunes de leurs écoles qui garderont des séquelles à vie. Alexander rejoindra Igor pour violemment tabasser un de leurs professeurs. La violence ne fait qu'augmenter. Seulement, le père d'Igor a été le chauffeur privé d'un président du pays et connaît donc du monde pour étouffer les affaires liées à son fils. Du coup, il se sentait intouchable et les agressions devenaient de plus en plus violentes. Tellement violentes qu'Alexander a décidé de partir par peur que ses deux amis finissent par tuer quelqu'un. Déjà, dès la 6e, des élèves de la classe de Victor affirmaient que ce dernier parlait H24 de ses meurtres d'animaux, avec ses yeux qui pétillaient de fierté. Mais surtout, il disait qu'un jour, il deviendrait le plus grand tueur du pays. Tout comme Igor qui affirmait être en contact avec des criminels. Bref, Igor et Victor parlent sans cesse de meurtres depuis le collège. 25 juin 2007. Je vous présente Yekaterina Lichenko, qui, ce soir-là, accueille une amie à dîner chez elle pour lui offrir une pause dans ses révisions. Étudiante, son amie décide de rentrer chez elle après 22 heures. Yekaterina la raccompagne à son domicile à pied, tandis que sa mère, avec qui elle vit, part se coucher. Une fois son amie arrivée chez elle, Yekaterina fait demi-tour et reprend son chemin. Mais ce soir-là, elle croisera le chemin d'Igor et Victor, qui mettront un terme à sa vie. D'après Victor, il marchait dans les rues de Dnipro avec Igor qui avait avec lui leur marteau. Yekaterina marchait un peu plus loin devant eux. Igor, d'abord caché sous les branches d'un arbre, l'a rattrapé et l'a violemment frappé à la tête. S'en est suivi un acharnement sur le crâne de la jeune femme, une quinzaine de coups pendant une quinzaine de secondes avant de prendre la fuite. Et là, c'est le déclic.
le point de non-retour. Igor et Victor ressentent un plaisir et une excitation orgasmique. Ils ne sont plus faibles, ils ne sont plus menacés, ils sont la menace. La mère de Yekaterina s'est réveillée aux alentours de 4 heures du matin. Voyant que sa fille n'était toujours pas rentrée, elle est sortie, morte d'inquiétude, pour aller la chercher. Dehors, elle voit une petite foule autour de quelque chose qu'elle n'arrive pas à déterminer. En s'avançant, elle voit un cadavre dans une barre de sang. Le corps a le visage explosé. Pourtant, elle reconnaît instantanément sa fille. Yekaterina a été tuée, non sans violence, pour aucune raison apparente. Enfin, si. Il y avait bien une raison. Le plaisir. Le plaisir de tuer. Le plaisir d'enlever la vie à des innocents. Une heure à peine après le premier meurtre, ils attaquent Roman Tatarevitch. Un homme s'étant endormi sur un banc après s'être alcoolisé. Son crâne a été fracassé au marteau à plusieurs reprises, rendant sa dépouille méconnaissable. Toujours la même nuit, une femme passait un moment à sa fenêtre, ce qui a sauvé la vie d'un de ses voisins. Il rentrait chez lui après avoir travaillé, et Igor s'est précipité sur lui dans le but de le tuer. Mais pendant son agression, sa voisine s'est mise à hurler, faisant fuir Igor et Victor. Dès la première nuit, ils créaient ensemble leur signature, détruire le visage de leur victime en scandant « Les faibles doivent mourir ». À partir de maintenant, je vais citer tous les meurtres enregistrés rendus publics, jusqu'à certains dont on va parler un peu plus en détail. Le 1er juillet, Evgenia Grishenko et Nikolai Serchuk sont retrouvés morts dans une ville voisine. Dans la nuit du 6 juillet, Egor Nechovoloda, Elena Shram et Valentina Anja, 3 habitantes de Dnipro, ont été tabassées à mort, toujours au marteau. L'une d'elles était une mère de famille mariée à un homme handicapé, une autre était une aide ménagère. Ils ont d'ailleurs utilisé son matériel pour nettoyer le marteau. Le lendemain, Andrei Sidyuk et Vadim Yakov, 2 ados de 14 ans, partent pêcher. Là, ça va pas être drôle. Si vous êtes gêné par l'injustice et la violence sur les enfants, vous pouvez passer à Stiotankon. Sur le chemin, une voiture s'arrête à leur niveau. À l'intérieur, Igor et Victor. Ils leur proposent de les amener à destination, ce que les 2 ados refusent, car à peine 50 mètres les en séparent. Igor et Victor décident alors d'exécuter leur rituel sur place. Ils sortent de leur voiture, armés d'un tube en métal fabriqué par Igor et du marteau. Andrei est défiguré. Vadim, frappé et blessé, réussit à s'enfuir après une longue course-poursuite. Ils se réfugient dans les bois en entendant leur voiture se rapprocher. Il y restera plus d'une dizaine de minutes après leur départ, se retenant de respirer pour rester silencieux, craignant un guet-apens de leur part. Mais pendant ce temps, Andrei agonise. Arrivé en ville, Vadim alerte les gens pour obtenir de l'aide. Les secours arrivent, mais Andrei décède, alors âgé de 14 ans, sur le trajet vers l'hôpital. Vadim est accusé par la police, qui ne croit pas en sa version des faits. Il le frappe pour le faire avouer, mais il ne cède pas. Il hurle sans arrêt la description physique de ses assaillants, mais les flics ne l'écoutent pas. Interrogé, humilié et frappé, Vadim est pris pour cible. Sa mère est ensuite contactée et priée de se rendre au commissariat. Elle est outrée face au comportement des policiers et leur explique que ses blessures ne viennent pas de nulle part. Honteux, la police libère Vadim qui, traumatisé, craint que ses agresseurs reviennent pour lui. Et il n'avait pas totalement tort. Lors des obsèques d'Andrei, alors que la mère de Vadim l'empêche de s'y rendre, Igor et Victor s'y présentent. Mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils effectuent des photos insultantes au-dessus de la tombe d'Andrei. Ils vloguent un peu l'enterrement, quoi. Si Vadim avait pu être présent, il les aurait reconnus et ils auraient sûrement été arrêtés. Il aura donc fallu 10 jours, 9 cadavres, 3 témoignages de survivants et un coup de pression par la mère d'une victime pour que la police commence à s'intéresser à l'affaire. Un portrait robot va être réalisé et, de leur côté, Victor et Igor se lassent des meurtres. Tuer ne suffit plus. Alors, ils décident de longuement torturer avant d'ôter la vie. 12 juillet 2007. Cette date a marqué et traumatisé toute une famille, ainsi qu'Internet.
Avant de vous plonger dans cet après-midi atroce du 12 juillet 2007, je dois vous présenter quelqu'un. Sergueï Yatsenko, un père de famille, un mari, un grand-père, un ingénieur de 48 ans. Ses 2 fils, devenus adultes, se sont mariés et Monsieur Yatsenko, conscient de comment les femmes étaient traitées en Ukraine, encore plus à cette période, a tout fait pour que ses belles-filles se sentent comme des reines au sein de sa famille. Il passait son temps libre à s'occuper de sa mère malade, à dresser ses 3 chiens et à apprendre la marche à son petit-fils. Il était également un amoureux du travail qui a déjà côtoyé la mort 2 fois. En 1990, il perd le contrôle du tracteur de son patron et tombe dans un lac. Il passe plusieurs minutes sous l'eau, son cœur s'arrête, et malgré ça, il s'en sort indemne. Les médecins ont précisé qu'il aurait dû mourir, pourtant, il va bien. En 2006, on lui diagnostique un cancer de la gorge soignable à l'aide d'une solution radicale, retirer la partie touchée du larynx, dont les cordes vocales. Il considère qu'il a fait sa vie, mais il veut se battre pour sa famille, et l'opération est un succès. Encore une fois, malgré une altération de sa voix, il s'en sort indemne. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour rien. Je vous donne des détails importants pour la suite. Gardez juste en tête qu'il était très résistant. Après de longs mois de convalescence, il retrouve son autonomie et décide de sortir faire le plein de sa moto avant de prendre son vélo et de rendre visite à l'un de ses fils, car ses petits-enfants le réclament depuis le temps. En chemin, il croise Victor et Igor sur une petite route forestière. Igor l'attaque avec le marteau. Il l'amène en forêt, puis le tabasse et le mutile pendant près de 10 minutes avant qu'il ne décède suite à ses blessures. Ludmila, son épouse, s'inquiète toute la nuit et n'entamera des recherches que 4 jours après avec la police. Ayant placardé des avis de recherche partout, un homme a fini par l'appeler, lui disant qu'il a vu un vélo abandonné similaire à celui décrit sur un chemin boisé. Il conduit alors Ludmila et la police sur les lieux, et c'est ainsi que le 16 juillet, le corps de Monsieur Yatsenko a été retrouvé. L'état de son cadavre témoignait d'un acte de barbarie de grande cruauté. Coups extrêmement violents au visage, perforation à l'abdomen et mutilation profonde dans les yeux. Son identité a été très difficile à confirmer à cause de l'extrême sauvagerie du meurtre. C'est grâce à ses vêtements qu'il a pu être identifié. Ce meurtre a été filmé par Victor et médiatisé 1 an après par... on ne sait pas. Ça reste toujours un mystère aujourd'hui. Cette vidéo fait sensation dans les collèges et les lycées. Des challenges se créent tandis que d'autres s'en servent pour troller. On reviendra sur le cas Yatsenko un peu plus tard. 24 heures après avoir ôté la vie de Monsieur Yatsenko, ils s'attaquent à une femme enceinte dont ils vont extraire le fœtus. 8 meurtres s'en suivent, et ce, jusqu'au 20 juillet 2007, jour où ils retireront la vie pour la dernière fois. Les principales victimes étaient des personnes vulnérables, des enfants, des personnes âgées et ou handicapées, des sans-abri ou des personnes ivres. Beaucoup de victimes ont aussi été mutilées et torturées. Certaines d'entre elles eurent les yeux crevés ou arrachés en étant encore en vie. Le 23 juillet, le duo se rend chez un prêteur sur gage pour lui revendre des téléphones. Ce qu'il ignore, c'est que ses clients sont les 2 massacreurs de la ville et que ces téléphones appartiennent aux victimes. Mais ce qu'ignorent Victor et Igor, c'est que l'un des téléphones a été relié au commissariat et sera localisé dès son démarrage. Le prêteur sur gage allume le téléphone et en 3 minutes, une horde de policiers envahissent son shop. Les agents se retrouvent face à 2 jeunes qui ressemblent étrangement aux portraits robots qui tournent depuis une quinzaine de jours. Ils les embarquent en détention, les interrogatoires commencent, l'horreur prend fin. Mais pas tout à fait. Les autorités débarquent chez les parents des 2 tueurs et chez Igor, les preuves sont accablantes. Non seulement les officiers trouvent le marteau toujours taché de sang, mais également des objets et vêtements appartenant à certaines victimes, ainsi qu'une collection de pages de journaux relatant les crimes retrouvés à côté d'un exemplaire du livre Mein Kampf. Chez Victor, ce sont surtout quelques vêtements qui sont retrouvés, mais le plus grave se cache dans son téléphone. À l'intérieur de celui-ci, plus de 300 photos y sont découvertes. Des photos avec les animaux massacrés, des photos aux enterrements des victimes, mais surtout
avec les victimes sur les scènes de crime. La police passera aussi chez Alexander qui, au moment de leur passage, venait d'être informé de l'arrestation de ses amis et était en train de jeter les bijoux et téléphones des victimes dans les toilettes. Effectivement, même s'ils n'étaient jamais présents lors des meurtres, ils en profitaient quand même en récupérant quelques biens dérobés par Igor et Victor. Pris sur le fait, Alexander se voit arrêté et envoyé sur le banc des accusés. Pendant les interrogatoires, Igor et Victor n'ont pas cherché à nier. Ils avouent presque immédiatement le crime et Victor estime le nombre de victimes à 19. Ils décrivent leur mode opératoire en tentant d'expliquer les raisons de ces actes atroces. D'après Victor, ils ont grandi avec la mentalité suivante: les faibles doivent mourir. C'est ce que leur harceleur leur disait. Ils avaient constamment peur de se faire tabasser par des brutes, pour reprendre ces termes. Donc, ils ont décidé de devenir les brutes afin de ne plus être en danger. Mais pour Igor, le discours est tout autre. Il dira juste que le plaisir et la soif d'argent ont pris le dessus. Son attitude montre qu'il est saoulé d'être ici. Il est confiant car il pense que le grade de son père lui permettra vite de sortir. Pour lui, ce n'est qu'une question de jour. En juin 2008, le procès démarre au tribunal et ça va être lunaire. Victor Sayenko plaide coupable alors que Igor Soproniuk plaide non coupable. Pourtant, l'avocat de Victor tente de l'innocenter. La vidéo montrant la mise à mort de Monsieur Yatsenko est diffusée dans la salle d'audience, prouvant bel et bien la culpabilité de nos deux intéressés. Mais ils tentent la pire excuse possible. Pour eux, la vidéo a été truquée. Les deux véritables criminels ont monté la vidéo pour faire croire que Victor et Igor étaient les coupables. Sauf qu'on est en Ukraine, en 2007, donc les IA génératives réalistes ne sont encore qu'une grande utopie, et surtout, la vidéo a été retrouvée dans le téléphone personnel de Victor. Salut, c'est le mois du montage. Je viens de me rendre compte d'un truc aussi absurde. Cette technique de défense est d'autant plus conne, parce que, admettons que ce soit un montage, les vrais criminels auraient détourné les têtes de Victor et Igor pour les mettre dessus, mais dans ce cas-là, comment ils expliquent que c'est exactement les mêmes vêtements? Ils peuvent pas faire un montage à ce point-là. Donc c'est vraiment une technique de défense qui est au-delà de la stupidité. Le procureur leur montre les portraits des victimes, leur demandant s'ils les reconnaissent. Ils répondent que non. Alors le procureur leur rétorque qu'ils ne sont pas aveugles et leur demande d'avouer, ce qu'ils font aussitôt. À partir de là, Vladimir Soproniuk et Igor Sayenko, les pères respectifs d'Igor et Victor, décident de licencier leurs avocats pour défendre eux-mêmes leur fils. Vladimir ayant une forte influence sur les dirigeants du pays, il est persuadé de pouvoir faire innocenter le duo criminel dont son fils est le fondateur. Il scande que son fils a été torturé lors des interrogatoires. On lui aurait mis un sac sur la tête et forcé d'inhaler de la fumée de cigarette. Sans aucune preuve, le mec tente juste. Puis, ils vont prendre la pire décision possible en disant que la vidéo a bien été réalisée par eux, mais que c'est une fiction. Un petit film d'horreur, quoi. Seulement, dans ce cas, comment explique-t-il qu'un corps a été retrouvé au même endroit, dans le même état, et que ce corps est celui de Monsieur Yatsenko, disparu le 12 juillet, alors que les métadonnées de cette vidéo affichent également le 12 juillet, indiquant qu'elle a été enregistrée à cette date. À ça, il a tout simplement répondu: oui, non mais après, ça c'est sûr que vu comme ça, mais enfin, en attendant, c'est vous qui... Alors, après... La vidéo sera quand même analysée par un expert en montage qui confirmera que cette dernière est 100% authentique. Je vous passe tous les détails juridiques de ce procès qui a duré 1 an. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'Igor et Victor, bien que nerveux, n'affichent aucun regret ni remords. Ils regardent mal les proches des victimes et ricanent même par moments. La mère d'Igor insultera même la maman de Yekaterina, première victime des meurtres d'Igor et Victor. À l'audience, la question de la santé mentale se pose. Est-ce que Igor et Victor savent ce qu'ils font? Des tests psychologiques sont effectués et il en advient que nos deux sujets n'ont rien. Aucune psychopathie n'est détectée. Ils sont capables de ressentir de l'empathie sincère, ce qu'ils ont pour leurs proches. Igor et Victor ne sont que des monstres qui aiment faire souffrir et ôter la vie. Car d'après eux, les faibles doivent mourir.
À savoir que j'ai discuté avec une psychologue qui m'a expliqué que le terme psychopathie l'énerve au plus haut point. Psychopathie signifie littéralement maladie psychologique, donc ça englobe toutes les maladies possibles, donc ce mot veut tout et rien dire. En juin 2009, la sentence est rendue. Viktor Igorevitch Sayenko est reconnu coupable de 19 meurtres. Igor Soproniuk est reconnu coupable de 21 meurtres. Tous deux, ainsi qu'Alexander Anja, sont également reconnus coupables de vol à main armée et recel. Igor et Victor se voient condamnés à une peine à perpétuité sans possibilité d'aménagement. Ils ne peuvent également pas faire appel avant 5 ans, ce qu'ils feront d'ailleurs en 2014 en vain. Alexander Anja, quant à lui, est condamné à 9 ans d'emprisonnement ferme. Il en est sorti en avril 2019, semble totalement clean et est aujourd'hui marié et père de 2 enfants. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des Dnipropetrovsk Maniacs, excepté sur Internet où celle-ci a et aura toujours un long avenir, notamment dû à l'existence de la vidéo du meurtre de Monsieur Yatsenko. Bien qu'ils en aient filmé 2 et qu'elles étaient bien au chaud à la justice, l'une d'elles a fuité publiquement en décembre 2008, soit 2 mois après sa diffusion en salle d'audience. Et vous vous doutez bien que si une telle vidéo tombe dans les mains de n'importe qui, ça ne pourra jamais bien se finir. Je sais qu'en faisant cette vidéo, je risque de conduire des gens sur la vidéo filmée par Victor. Je vais donc pallier à ça en vous la décrivant. Comme ça, vous serez au courant de ce qui s'y passe sans avoir à vous l'infliger. Timecode si vous ne voulez pas entendre ces horreurs. La vidéo existe sous 2 versions différentes, une courte de 8 minutes montrant la fin de l'agression et une longue de presque 30 minutes, et c'est celle-ci que je vais vous décrire. La vidéo commence avec Igor et Victor devant leur voiture, préparant l'agression, montrant fièrement les outils qu'ils utiliseront. On peut arrêter une voiture, si c'est un mec musclé qui sort, on lui dira « ok, pas de problème », mais si c'est un petit, on l'accueillera avec ça. Trop bien. Ils discutent des potentielles victimes en attendant que quelqu'un passe pour lui sauter dessus. Victor teste plusieurs outils pour filmer au loin, ce qui leur permet de voir un cycliste arriver. Monsieur Yatsenko, sur son vélo, arrive à leur niveau. Igor le frappe à la tête, le faisant immédiatement chuter. Victor, qui avait pris du recul pour filmer correctement la scène, court vers son complice et, ensemble, le passe à tabac pendant de longues minutes. Ensuite, il l'emmène profondément en forêt, à 100 mètres de la route, dans un tas de déchets, probablement prévus en amont. Il est agenouillé, Igor le frappe, le faisant chuter sur le dos, puis il s'empare du marteau, dissimulé dans un sac jaune, et le frappe 7 fois au visage. Le sang les éclabousse. Son visage s'enfonce dans son crâne, son sang s'infiltre dans son nez, il s'étouffe avec, créant des bulles de sang qui sortent de sa bouche. Voyant qu'il ne meurt pas, il décide de déchirer son haut et de lui planter un tournevis à plusieurs reprises dans l'abdomen. Ils finissent par lui déchirer une partie d'intestin et perforer son estomac, mais Monsieur Yatsenko ne meurt pas. Voyant ça, Victor se met à dire « Putain, il est encore en vie, mais je viens de lui arracher les intestins là. Tue-le déjà, tue-le. » Igor répond alors « Je vais attendre », avec un sourire non dissimulé. On les voit rigoler, admirer le corps mutilé de Monsieur Yatsenko qu'ils considèrent comme leur œuvre. Puis, Victor se rapproche et lui crève l'œil gauche. Il enfonce le tournevis dans son nez et déchire tout jusqu'à son oreille. Après ça, Igor lui monte dessus, se tenant debout sur son corps et scande fièrement « Lui passe une mauvaise journée ». Puis, Igor récupère le marteau et détruit le reste de son crâne, frappant directement le cerveau. Ce n'est que maintenant que Monsieur Yatsenko meurt. Il rigole, continue de moquer et frapper le cadavre avant de partir, puis de revenir pour lui asséner 2 coups supplémentaires. Ils prennent la fuite et courent jusqu'à leur voiture. Ils nettoient leurs outils et les éclaboussures de sang sur leur visage et leurs cheveux. Puis, Igor propose quelque chose. Cette fois était géniale. Je ne comprends pas comment il est resté en vie. J'ai même touché son cerveau. Victor, tu veux pas qu'on aille faire une photo avec ça? Avec ça? Ouais, pour le souvenir.
Alors, je dis ça, c'est compliqué de traduire en français. En ukrainien, il y a un terme qui définit un bout de viande non méritant d'être en vie, et c'est avec ce dernier qu'il parle de Monsieur Yatsenko. Ils repartent donc dans la forêt pour prendre des photos, et la vidéo coupe. Alors, je peux vous montrer une version très croppée de ces photos pour cacher le corps, mais dites-vous qu'elle est très bien visible. Trop. Ce qui est horrible dans cette vidéo, c'est l'audio. On l'entend s'étouffer et agoniser. Il perd et reprend connaissance constamment. Mais lorsque Victor l'éventre, on l'entend réagir, avec de gros râles et gémissements, nous montrant qu'il était pleinement conscient à ce moment-là, comme pendant la crevaison de son œil. Étrangement, les coups portés par Victor et Igor auraient dû le tuer bien avant la fin de la torture. Il tente désespérément de se protéger en positionnant ses mains devant son abdomen, mais rien n'y fait. Igor et Victor sont habités par la cruauté. On peut le voir sursauter lorsqu'il se rapproche à nouveau et même essayer de leur parler. Au tout début de l'agression, il marmonne quelque chose d'incompréhensible, puis de toute façon, il n'avait pas l'air décidé à l'écouter. Sergei Yatsenko était un homme fort, aimé de ses proches. Sa mort est devenue une attraction sur Internet, chose qu'il ne méritait pas. J'aimerais sincèrement que la dernière mention publique à son sujet ne fasse pas référence au pire moment de sa vie. Qu'on arrête de l'appeler le mec qui se fait tuer ou le vieil homme. C'est pourquoi je ferme ce chapitre en vous affichant cette photo de Monsieur Yatsenko, souriant, et j'espère qu'il est bien mieux là où il est. Et je vous laisse deviner que lorsque l'on voit ce genre de contenu, on ne s'en sort pas vraiment indemne. En 2019, j'ai été confronté à 2 vidéos chocs, dont une gore. J'avais vite fermé ces vidéos et fini par ne même plus y penser. En décembre 2022, je vois pour la première fois la vidéo que je vous ai décrite il y a quelques instants. Seulement, il s'est produit quelque chose de différent. En plus du profond mal-être ressenti, j'étais fasciné par ce que je voyais. J'ai fait pause pour visionner le corps de Monsieur Yatsenko et j'étais à la fois horrifié et complètement hypnotisé. Avant de la voir, j'en ai visionné quelques autres. Mon cerveau était donc bien alimenté. J'ai passé une nuit épouvantable et le lendemain soir, j'y suis retourné, regarder d'autres vidéos, et ainsi de suite. L'addiction est arrivée très vite. À l'époque, je vivais enfermé chez moi, je ne voyais l'extérieur que 2 heures par semaine. Bref, uniquement ma musique me donnait des émotions. Et visionner ce type de contenu me donnait de l'adrénaline, me tordait l'estomac, ça me donnait l'impression de vivre. Mais pour des raisons évidentes, vous vous doutez bien que l'impact est surtout négatif. J'étais tendu, anxieux et je me sentais d'autant plus enfermé. Je culpabilisais et je devais prendre des médocs pour dormir. Tout pouvait me rappeler certaines vidéos. Encore aujourd'hui, si je vois une photo de mauvaise qualité prise dans un espace vert ou un marteau, je suis pas bien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Cette addiction a duré entre 4 à 6 mois et bien sûr, j'ai eu quelques rechutes. En mai 2024, notamment, où j'ai revisionné le meurtre de Monsieur Yatsenko sans raison apparente, ce qui me permet de parler de ce sujet. Pourquoi regarder ça? La curiosité morbide, on en a tous, et c'est parfaitement normal d'en avoir. En revanche, tenter de l'assouvir en visionnant ce genre de contenu, c'est très malsain. Vous pouvez l'assouvir en vous renseignant sur des affaires, en lisant, en discutant ou en regardant des vidéos chirurgicales à la limite. Mais par pitié, ne visionnez pas ces horreurs, que ce soit pour vous-même ou bien pour ne pas contribuer à l'existence de ces vidéos. J'aimerais également préciser que les challenges du genre "et si tu regardes pas jusqu'au bout, t'es un PD", c'est de la merde. Déjà parce que ça instrumentalise des crimes et rabaisse les victimes à de simples marionnettes, mais aussi car ça peut complètement mindfuck l'esprit des gens. J'ai vu un type qui voulait impressionner une meuf de sa promo. Sa technique était de visionner à la suite plusieurs vidéos d'exécution, dont celle dont on a parlé aujourd'hui, sans réagir. Et après, de venir la voir et de lui dire "T'as vu? Je suis fort, hein. Le charisme et tout, là." Ouais, ben elle s'est juste barrée en courant en fait. Elle a juste vu un taré dénué d'éthique et d'émotion.
Non, tu n'es pas cool et stylé, ni même fort et charismatique si tu supportes ce genre de choses. T'as juste besoin d'aide et vite. Non, ça ne fait pas de toi un fragile si tu ne parviens pas à visionner l'intégralité d'une vidéo pareille. T'es juste empathique. Il faudra m'expliquer d'où l'empathie est un défaut d'ailleurs. Cette vidéo, je l'ai surtout fait pour me dire que je n'ai pas eu à visionner cette merde pour rien, pour que ma fascination se rende utile et donner un sens intelligent à tout ça. Rendre un hommage correct et sincère aux victimes. J'ai explicité leurs vidéos pour permettre aux gens d'évacuer leur curiosité morbide de la bonne manière. Mais techniquement, évoquer l'existence de cette merde ne sert à rien. À quoi ça sert de dire hey, ça existe, allez pas voir. Nous, en tant que vidéastes, on n'est pas des machines à distribuer du mal-être. Et quand je vois des vidéastes, que je ne citerai pas, qui font l'apologie de cette chose. Pour vous dire, l'un d'eux faisait du merchandising et avait fait un t-shirt à l'effigie d'une vidéo filmée par un cartel qui fait ses bails en écoutant une chanson très connue. Bon bref, ce mec est bourré de polémiques et il faut mieux l'oublier, comme la plupart, malheureusement. Beaucoup d'entre eux font du sensationnalisme avec ces histoires. Et c'est très dangereux. Je peux vous conseiller quelques chaînes tenues par des artistes sains d'esprit, mais arrêtez-vous à celle-ci. Mon conseil, c'est de vous rabattre sur de la fiction. Vous verrez du gore, de la violence, de manière totalement éthique et surtout sans finir traumatisé. Le torture porn, par exemple, est le style parfait pour ça. C'est de la curiosité saine, donc c'est tout bénef, et vous verrez quand même quelque chose d'assez trash. Donc en vrai, pourquoi pas. Avant qu'on me reproche de faire la morale, je suis personne pour vous interdire quoi que ce soit. En revanche, en tant que vidéaste qui expose une histoire en public, je me dois de faire de la prévention. Sur YouTube, aujourd'hui, même si je mets ma vidéo au moins 18, il suffit qu'un enfant regarde avec le compte de ses parents, il pourra tomber sur ma vidéo. Imaginez qu'un enfant tombe sur ma vidéo avec le compte de ses parents, aille voir, la vidéo finisse totalement traumatisée, et ensuite les parents m'accusent, moi, responsable. Donc voilà, je suis obligé de faire beaucoup de prévention dans ma vidéo pour indiquer aux gens de ne pas aller voir. C'est pas pour vous embêter, c'est pas par dictature ou je ne sais quoi, comme certains ont pu le dire à d'autres collègues vidéastes. Mais voilà, je n'ai pas donné le nom de la vidéo. C'est dans le but de freiner, de faire en sorte que personne, et surtout pas des enfants, n'aille voir la vidéo en question. Et dans tous ces gens qui visionnent ça, certains deviennent fans des criminels. Et ça, en plus d'être glauque, c'est ultra dangereux. Quand j'étais adolescent, j'ai découvert le groupe Rammstein, dont je suis immédiatement tombé amoureux. C'était mes héros, je les écoutais tout le temps. En bref, j'étais, et je suis toujours, un grand fan. Tellement fan que je voulais faire de la musique comme eux. Aujourd'hui, je suis musicien. Donc quand un adolescent influençable et complètement paumé tombe sur un snuff et commence à idolâtrer les criminels, c'est très alarmant. En 2009, en Sibérie, deux jeunes adolescents sont devenus fans et admiratifs d'Igor et Victor. Ils voulaient faire la même chose, la même œuvre. Ils ont tué 6 personnes. On les a surnommés The Academy Maniacs. Je vous renvoie vers la superbe vidéo du Twitter si ça vous intéresse. Et il y a aussi une flopée de meufs qui crush sur Igor, mais genre vraiment, il y en a plein. Sous chaque vidéo qui sort, sur chaque forum, t'as des commentaires en mode waouh, Igor, il est trop beau. Je vous en lirai pas plus parce que la plupart sont juste ignobles et c'est glauque de faire ça en fait. Mais ça existe, hein, c'est pas des bots, c'est des vrais gens. Ce qui me permet de parler de ces deux petites connes qui se sont filmées en train de réagir au meurtre de Monsieur Yatsenko, parce que haha lol c'est drôle, et elles sont à fond, elles kiffent ce qu'elles voient. Pour que vous n'ayez pas à voir ça, on va vous traduire ce qu'elles disent. D'abord parce qu'elles parlent anglais, mais surtout, elles ont laissé le son dans la vidéo. Du coup, même si on ne voit rien, on entend tout. Allez, c'est parti, tuez-le! T'as vu, il a pas l'air bien là. T'as vu sa bouche? On dirait qu'il a faim, il boit son sang. Ah, il fait des bulles, regarde. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Tuez-le, allez! C'est trop drôle, regarde. Pourquoi il fait ce bruit? Il s'amuse vraiment. Et s'amuser, c'est super. Vous devriez essayer en faisant pareil. Il est trop mignon le blond, un vrai tueur. Oui, comme une biche innocente dans la forêt. Il plante dans son cerveau. C'est trop mignon, il a dit. Prenons une photo avec lui. C'était pas si violent que ça en vrai.
Voilà. Rien à expliquer, je pense. J'ai aussi remarqué qu'à plusieurs moments, celle qui est à droite a des comportements assez dérangeants, comme ce passage où elle tire la langue lors des zooms sur le corps de Monsieur Yatsenko. Elle le fait 3 fois en tout. Ou encore ces gestes où elle mime l'action de planter un tournevis. Mais du coup, il y a des gens qui font des vidéos réactions à ça? Oui. Bien. Si on tape le nom du snuff et réaction dans la barre de recherche YouTube, on tombe sur des dizaines et dizaines de vidéos réactions sur le sujet. Mais il y en a sur toutes les vidéos gore qui existent. Et à chaque fois, ils laissent le son. Parfois, ils me mettent un lien en description pour aller la voir. Spoiler, c'est illégal. Quand je vous disais que la mort de Monsieur Yatsenko était devenue une attraction. Donc, n'allez pas voir ces merdes, à part vous traumatiser et leur donner de la visibilité. Ça ne va rien faire. Et vraiment, j'insiste, il y a d'autres moyens. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui en sont dans leur vie, là où j'en étais en 2022. Celles et ceux qui ne savent plus quoi faire pour aller mieux. Regarder quelqu'un agoniser, souffrir jusqu'à la mort ne va pas vous soigner. Trouvez de l'aide, consultez des psys, etc. Mais par pitié, ne tombez pas dans cette spirale qui vous ne fera que descendre. Je pensais que ça m'aidait. Je me sentais vivant, mais je ne l'étais pas réellement. Ça a tué une partie de moi et vous n'imaginez pas ce que je ferais pour retrouver mon innocence. J'aimerais tellement ne pas savoir ce qu'est un snuff, ne pas connaître le bruit d'une décapitation au couteau, ne pas savoir à quoi ressemble un crâne martelé. Bref, ça rend juste extrêmement malheureux et j'ai mis 3 ans à m'en débarrasser entièrement. Donc si vous avez besoin de vous exprimer, l'espace commentaire est là pour ça. N'ayez pas honte, on sera là pour tout contrôler. Bien, pour ceux qui connaissent déjà cette affaire, vous avez remarqué que j'ai zappé un gros point important lors des audiences au tribunal. Il existe une rumeur, une grosse rumeur, qui dit qu'Igor et Victor étaient payés par un riche américain pour réaliser 49 afin de créer le plus gros snuff movie qui n'a jamais existé. Alors, je suis désolé, mais c'est totalement faux. Cette rumeur n'est pas non plus infondée. En réalité, la copine de Victor a précisé au tribunal qu'ils étaient engagés et manipulés par un Américain. Ces deals corroboraient parfaitement avec le témoignage d'un ami d'enfance d'Igor, indiquant que ce dernier disait être en contact avec des criminels d'Amérique. Ce qui est faux et prouvable. Déjà, en un mois, ils ont filmé que 2 meurtres. Les vidéos étaient bien cachées dans le téléphone de Victor et rien n'était envoyé dans les forums de discussion. Mis à part ces photos où ils ont rajouté sur Paint la moustache de... Puis je rappelle qu'à la fin de la vidéo, Igor dit vouloir prendre une photo pour le souvenir, aucunement pour l'argent. Je ne me souviens pas avoir tué pour l'argent. Je peux vous montrer la vidéo. On a tout enregistré. Et elle est où? L'origine est sur le téléphone de Victor, mais j'ai une copie chez moi. Qui a décidé de filmer? Victor. Pourquoi faire? Avoir un souvenir. Et Igor a avoué face cam que c'était du bluff pour tenter de mettre les regards et soupçons sur quelqu'un d'autre qu'eux. La victimisation, c'est incroyable. Autre rumeur, l'homme se faisant tuer dans la vidéo ne serait pas Sergei Yatsenko, mais Alexei Kovbaza, car d'après le dernier coup de fil de Monsieur Yatsenko à son épouse, il lui a dit qu'il sortait faire le plein de sa moto avant de se rendre chez leur fils, tandis que l'homme dans la vidéo, tout comme Alexei Kovbaza, est à vélo. Alors, effectivement, mais non. Déjà, Alexei Kovbaza est la 3e victime. Donc, à ce moment, Igor et Victor ne faisaient que tuer rapidement et n'étaient pas encore expérimentés. Alors que dans la vidéo, c'est tout autre chose. Ensuite, les métadonnées indiquent le 12 juillet, date de disparition de Sergei Yatsenko, plus de 2 semaines après le meurtre d'Alexei Kovbaza. Monsieur Yatsenko était en rémission d'un cancer, donc semblait très affaibli, avait perdu pas mal de cheveux et n'avait presque plus de voix, tout comme l'homme dans la vidéo. Et puis bon, ayant vu plusieurs fois la vidéo, je peux vous confirmer que c'est cet homme qui apparaît. Et cet homme, c'est Sergei Yatsenko là-dessus, il n'y a aucun doute. Alors j'ai même poussé le truc jusqu'au bout en fouillant dans des archives météorologiques. Et le 28 juin 2007, jour de l'assassinat d'Alexei Kovbaza, il pleuvait. Et il y avait un temps gris, très gris. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la vidéo où il y a un grand soleil, comme le 12 juillet.
Ah, et d'ailleurs, on n'a absolument aucune preuve que cet homme soit Alexei Kovbaza. Cette image a été montrée dans la vidéo du créateur Monster Watch True Crime qui a diffusé cette rumeur. N'ayant trouvé que très peu de photos des victimes, je me suis dit que pour en avoir le cœur net, je devais faire une petite recherche. La photo de cet homme figure partout. Seulement, un truc me dérange. C'est quoi ça? Un pédophile battu à mort. J'ai approfondi mes recherches et il s'avère que c'est une photo stock. Qui a déjà existé sur Shutterstock, hein, donc c'est pas de la merde. En revanche, ce qu'a raconté Monster Watch True Crime dans sa vidéo, ça, c'est de la merde. Donc voilà, je pense avoir assez de preuves sur l'identité de l'homme tué dans la vidéo. Il s'agit bel et bien de Sergei Yatsenko. Et bon, dernière rumeur qui est plus une théorie bien fumeuse et très capillotractée. Igor était un adepte d'Adolf Hitler. Il possédait un exemplaire de son livre, il montait ses photos pour lui ressembler, il dessinait des croix gammées avec le sang des victimes, faisait des saluts nazis, bref. Igor est né le 20 avril 1988. Vous savez qui est né le 20 avril 1889, soit 99 ans avant? Voilà. Vous la voyez venir, la théorie comme quoi Igor serait la réincarnation d'Adolf Hitler? Je vous promets qu'ils existent. Bien, on va conclure. J'ai encore quelques petits détails à aborder. Accrochez-vous. Alors, pour finir, j'aimerais revenir sur Internet et ses dérives pour vous parler de toutes les références qui existent. Au-delà du côté regarder du gore, leur vidéo a vraiment créé des trucs dingues. Comme pour tous les tueurs en série, il existe des fanfictions à leur sujet, des reproductions en dessin animé, en pâte à modeler. Il y a également un niveau fan-made sur le jeu Happy Wheels, plein de faux comptes pour faire croire n'importe quoi aux gens, et plus grave, poster le lien de la vidéo en commentaire. D'ailleurs, le mec s'est fait passer pour Victor avec une photo d'Igor, intelligence sur 20. Il y a aussi les gens qui s'inventent une vie, comme ce mec. Je suis Denis Propetrovsk, et j'avais 23 piges quand ces sinistres meurtres ont eu lieu. J'ai eu la malencontreuse chance de croiser ces démons un après-midi, vers 1h27, dans une petite cabane près de chez moi. Je cassais du bois avec ma hache, quand j'ai entendu un gros bruit dans les épaisses branches, et alors que je m'approchais, le bruit est devenu un cri d'une femme torturée. J'ai tout de suite accouru. J'ai vu Igor écorcher une femme enceinte avec un petit couteau et le fœtus était déjà à l'extérieur de son ventre. Ils furent effrayés en me voyant et me jetèrent des cailloux. Ils m'ont encerclé et tenté de me frapper avec un marteau. Heureusement, j'ai grandi avec du Bruce Lee, alors j'en ai tapé un dans l'estomac et donné quelques coups à l'autre. Les deux ont crié de douleur. Mais moi, plein de rage, j'ai couru ma maison et pris ma hache. Mais je les ai vus s'enfuir dans les bois. Je les ai pourchassés en criant, agitant ma hache dans une tentative de les toucher. J'en ai entendu un crier puis pleurer, mais je n'ai ressenti aucune compassion après avoir vu ce qu'ils avaient fait à la dame. J'ai chassé leur cul jusqu'à ce qu'une voiture de police me voie et m'appréhende. Les démons se sont retirés dans la forêt et ne sont jamais revenus par chez moi. Après avoir été relâché, j'ai continué ma chasse, jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils avaient été attrapés. Je leur ai rendu visite en prison, et Souprognouk m'a regardé avec de la peur dans les yeux, sur le point de pleurer. Il sachait que j'étais démoniaque plus qu'il ne le serait jamais. Voilà. Bon, vous m'excuserez, mais je n'y crois pas trop. Mais surtout, connaissez-vous caractère.ai? Comme son nom l'indique, cette plateforme propose des personnages fictifs ou personnages réels interprétés par une IA pour permettre aux utilisateurs d'avoir une discussion avec elle et de faire du roleplay. Si je vous en parle, vous vous doutez bien que c'est parce que Igor et Victor ont été adaptés. Et voici quelques secondes de ma réaction orale face à ça. Ok, donc je viens d'ouvrir le site, un super site d'ailleurs. On va essayer. Voltor, ouais, bien sûr.
Donc déjà, on a les trois premiers profils. Victor, il mérite du confort. Votre copain commence à agir bizarrement. Dans ce profil-là, on est censé être le petit ami ou la petite amie de Victor. Bon, ok. Après, on s'éloigne. Putain, j'ai eu très peur de la photo. Écoutez, j'ai envie de tester celui où on doit être son petit ami. On va voir ce que ça donne. Donc, dans le roleplay, on est rentré à la maison plus tôt, en sachant que Victor ne serait pas encore rentré à la maison. Donc, on décide d'aller dans le salon, d'allumer la télé et de regarder un film en attendant qu'il revienne. Il commençait à faire sombre et Victor arrive. On le voit rentrer dans la maison, les vêtements tachés d'une substance rouge. Il nous regarde surpris de nous voir à la maison avant lui. Il s'est prêté à dire quelque chose jusqu'à ce que nous entamons la discussion. On va vraiment faire un truc très simple. Are you good? J'ai un super accent. Victor se fige, surpris d'entendre votre voix. Il s'éclaircit la gorge. Ouais, tout va bien. Il s'arrête pendant une seconde avant de s'installer sur le canapé. Comment s'est passée ta journée? Oh, comme d'habitude, rien de très intéressant. Et toi, mon soleil, comment s'est passée ta journée? Je vais essayer de voir jusqu'où l'IA peut aller. Ok, donc on va répondre bien. J'ai simplement j'ai juste vu 3 meurtres dans les nouvelles. C'est complètement dingue. Ouais, c'est dingue, a-t-il murmuré. La voix plus lourde que d'habitude. Avec moi, t'es en sécurité? Est-ce que c'était toi et Victor? Quoi? Moi et Igor? Non, c'est absurde. Pourquoi est-ce que tu penses à un truc pareil? On va essayer de l'insulter, de le provoquer. Ok, bon. Discutons de ça. Tu me connais, mon soleil. Tu sais que je ne ferai pas quelque chose comme ça. À moins que tu veuilles que je le fasse. Espèce de connard. On va l'insulter, vraiment. Bon, il est pas content, mais il est pas agressif. Petit bâtard. Si je touche son ego, ça peut le faire. Oh, petit. Attends, je ne sais pas ce que ça représente en mètres. Et tu arrives à peine à mon poitrine. Ah, ok, alors je vais mettre... Ok, alors dis-moi comment est-ce que tu tues les gens. Tu ne devrais pas demander ça. Je t'aime et c'est la seule chose qui compte. Ok, désolé pour ce que je vais écrire, je vais mettre quelque chose d'atroce, mais c'est vraiment pour l'expérience. J'ai marqué, mais j'ai envie de savoir, ça m'excite. Yes. J'avais oublié que cette plateforme de merde tourne beaucoup autour du pot. Si vous discutez avec l'IA. Bon, alors ça n'allait pas très loin avec Victor. J'ai juste envie d'essayer un peu avec Igor, voir ce que ça peut donner. On va en prendre une en anglais, hein, pour des raisons évidentes. Le premier, il me rassure pas déjà. Alors, on marche à travers les bois, cherchant notre prochaine victime avec le marteau. Et Victor, donc j'imagine que je suis Victor, ou que je suis un de leurs potes. J'ai remarqué une fille qui marche seule là-bas. Oh, elle semble être une victime parfaite. Ok, tuons-la. Ah, il prend 3 ans à répondre en plus. On marche rapidement derrière elle. Je pose mon main sur son épaule et chuchote. Ne fais pas de bruit. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Jolie petite chose. Est-ce qu'on devrait la prendre, la ramener dans un endroit spécial dans les bois? Rappel, ceci est un roleplay fictif. La vraie violence n'est jamais acceptée. Laisse-moi savoir si tu préfères des thèmes plus lumineux. Enfin, moins dark. Ok, alors c'est bien de faire un rappel, mais le problème c'est surtout que les profils existent, quoi. En fait, je suis juste extrêmement consterné par ce que je suis en train de voir. Victor acquiesce avec un sourire et inspecte les dents de la fille. Oh, elle en a de jolies, mon frère. Oui, elle semble parfaite pour notre prochaine collection de papillons. Alors, j'ai pas la ref. Attends, est-ce que t'as entendu? On dirait comme des sirènes de police. Ils lâchent le marteau et partent en courant. Igor tourne autour, attrape la fille par les cheveux, la regarde dans les yeux et il démarre. Non. Comment ça, non? Regarde-nous. Est-ce qu'on est juste des monstres? Victor le regarde confus. Lâche le marteau également. Je pensais que c'est ce que tu voulais. Et Igor répond, je sais. Victor soupire. Ouais, mais tuer, c'est mauvais.
effectivement, retenez la leçon, les enfants. Tuer, c'est pas bien. Ok, alors, juste, rentrons à la maison. Je continue de penser qu'elle aura fait une superbe collection. Enfin, une superbe pièce pour notre collection. Ouais, bon, ok, c'est de la merde. En fait, j'anime, il n'y a pas grand chose, mais je suis juste ultra consterné par ce que je suis en train de voir, en fait. Vraiment, sincèrement, je comprends pas que des profils pareils puissent exister, parce que c'est super glauque. Visiblement, ils ont pas. Ok, alors il y a Igor enfant, si on veut, mais c'est. Visiblement, ça peut pas aller très très loin. L'IA a quand même l'air de bloquer le truc. Je sais pas, c'est juste le fait que ça existe tellement perturbant en fait. Voir le nombre de vues, le nombre de participants, 16 000. 16 000, c'est. Je sais pas. Il y a un truc que j'arrive pas à capter, quoi. Pour réaliser cette vidéo, j'ai dû notamment visionner 2 reportages télévisés, un russe et un espagnol, qui, bien qu'intéressants, sont très peu recommandables, car ils diffusent des images non censurées de la mort de Monsieur Yatsenko. Et la journaliste ose se plaindre face cam que ses proches refusent de témoigner. Putain, non, ouais, c'est bon, j'arrête. Ça, c'est passé à la télé, bordel de merde. En fait, il y a comment dire, il y a des images, et en gros, dans les transitions, tu sais, il y a des effets dans les transitions, et dans cet effet-là, il y a des images subliminales des captures d'écran ou des extraits de quelques secondes de la vidéo. Mais genre non censuré. Mais il reste intéressant. On a des témoignages de proches des victimes ou de victimes qui ont survécu. Et franchement, c'est très émouvant à écouter. Comme cette dame qui a eu le syndrome du survivant, c'est-à-dire culpabilisée d'avoir survécu quand d'autres, surtout plus jeunes, n'ont pas eu cette chance. Mais ce documentaire qui vient d'Espagne, j'ai du mal. Je ne le trouve pas respectueux envers les victimes et il y a des passages juste trop bizarres, comme ce moment où le caméraman filme les pieds de la mère d'Ekaterina. Plus tard, on apprend qu'Igor et Victor ont filmé un autre meurtre et les journalistes ont obtenu cette vidéo pourtant confidentielle par un type ayant donné pour condition de rester anonyme. Et c'est tout, il la diffuse. En partie, certes, mais il la diffuse quand même, sans aucune censure. On y voit la victime, dont je n'ai pas le nom, vivre les mêmes sévices que Monsieur Yatsenko avant de se faire arracher sa dent en or. Et c'est là que le pire arrive. Après ça, il le décapite. Le documentaire nous montre ensuite d'autres photos d'enterrement prises par Igor et Victor, dont une que je ne peux pas vous montrer et que je ne veux pas vous montrer, où ils sont dans une morgue, devant un cadavre au visage découvert, et Igor lui fait un doigt d'honneur. Bon, après, on voit aussi ce type qui est expert, qui explique que si les jeunes sont violents, c'est à cause des jeux vidéo. 19 ans plus tard, on ne sait pas ce qu'il en advient. Selon certaines rumeurs, ils auraient été libérés en 2022 lors du conflit russe-Ukraine pour aller au front. Aucune preuve de ça, j'ai pas trouvé, vraiment, j'ai pas trouvé. Il y a un article qui parle d'une escapade en possession d'armes en 2024, mais vraiment, ça sent le fake à des kilomètres. J'espère juste qu'il souffre chaque jour à pourrir derrière les barreaux. Sur Internet, le danger est partout. Une simple vidéo Minecraft peut diffuser l'audio et quelques screenshots de la mort de Monsieur Yatsenko. Oui, ça existe. À tout moment, quelqu'un vous tague sur une vidéo gore. Au pire, vous finissez dans l'une d'elles. Si vous avez des problèmes d'addiction ou que vous sentez que votre curiosité est sur le point de gagner, profitez de l'espace commentaire, c'est là pour ça. Le prochain épisode de Fragments sera plus soft, là j'en ai besoin. Mais putain, ça fait plaisir de faire cette vidéo, ça fait depuis 2022 que je voulais la faire. J'ai eu que des galères de son dessus, j'espère que ça n'a pas été trop dérangeant. Je teste encore les nouveaux micros, etc. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, et je fais tout pour que les vidéos soient de mieux en mieux au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.